Découvrez votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau décryptage donc inclus bien évidemment dans ce programme du potentiel à la performance, décryptage J-50, toujours en très bonne compagnie. Bonjour Isabelle Inchospé, bonjour Isabelle, comment ça va ? Très bien. Ravi. Toi aussi ? De t'accueillir, mais en pleine forme, grâce à vous. Forme olympique. Sans faire de mauvais jeu de mots, et puis en grande forme grâce à toi, et puis aussi grâce à notre spécialiste expert du physique. Bonjour Christophe Cariou. Et bonjour Bruno, bonjour Louise. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Où est-ce que nous sommes les amis ? Nous sommes toujours au Crêpes, rassurez-moi. Nous sommes toujours au Crêpes de Toulouse, dans la salle d'escalade, et qui en même temps est une salle de... Basket. Merci Bruno. Je m'en sors plutôt bien. Escalade, c'est le cas de le dire. L'escalade, on va dire, dans la surenchère de l'entraînement physique, mental et autres, puisque nous sommes à un J-50. Est-il besoin de le rappeler ? Et puis surtout, est-il besoin de le rappeler quand même le but et la genèse de ce programme ? Oui, quand même. Au fil de son programme, des athlètes ont reçu, je le rappelle, de la part de nos 12 experts, un questionnaire auquel ils ont répondu en vidéo. Nous allons découvrir tout au long de ce nouvel épisode le résumé de leurs réponses avant de décrypter bien sûr le tout avec Isabelle et Christophe ici présents. J-50, c'est parti, on va commencer d'abord avec le physique. Et une première question, elles sont toutes importantes ces questions, mais à J-50, vous allez comprendre dans quelques instants, là on ne plaisante plus du tout, on va parler de préparation physique avec toi Christophe. Quel rôle joue la nutrition dans votre préparation physique, les choix alimentaires ou autres ? Pour résumer, tes choix alimentaires, la réponse avec nos athlètes en images. Dans mes habitudes, dans ma routine, le matin, je fais toujours le plein de compléments alimentaires. Pendant mes séances, j'aime bien faire mes premières séances de la journée à jeun. Et par la suite, prendre une collation quand j'ai fini cet entraînement. Dans ma gourde aussi, j'aime bien mettre des électrolytes. L'hydratation va être un élément clé. Je prends des boissons d'effort pendant les entraînements. Il y a aussi des boissons de récupération après les entraînements, notamment pour m'aider à récupérer les minéraux que j'ai perdus. Chaque jour, je dois manger très sainement pour maintenir mon poids et ensuite pour récupérer mes entraînements qui sont très intenses. Je dois manger assez de glucides, assez de protéines et surtout je dois bien m'hydrater pour éviter les blessures. Alors après un entraînement, je prends direct un shaker de whey parce que ça me permet d'apporter les bons nutriments à mon corps. Mais voilà, en général, je mange des petits trucs comme des barres de prot ou bien des trucs qui contiennent pas mal de glucides parce qu'en natation, on est quand même beaucoup sollicité. Les choix alimentaires avec une réponse de Christophe Cariou, on ne plaisante plus. Non, en fait, ce qui était très intéressant, notamment dans ce que Amandine Bouchard nous a dit, Amandine, elle déclare en fait qu'elle aime s'entraîner à jeun. Or, lorsqu'on pratique en fait le judo est dit être un sport intermittent, c'est-à-dire un sport où il va y avoir des accélérations, un petit peu de récupération active et des choses comme ça. C'est un sport qui demande énormément de puissance également. Et dans les deux cas, on aurait besoin, scientifiquement parlant, d'avoir des gros stocks de glycogène, c'est-à-dire des stocks de sucre au niveau musculaire. Or, ce que Amandine nous dit, c'est qu'elle préfère s'entraîner à jeun. La science nous dit que c'est pas forcément optimal. Et donc, je voudrais attirer l'attention là sur ce point en particulier, c'est que, on a affaire à une championne qui est aguerrie. Donc, si Amandine ressent qu'elle préfère s'entraîner à jeun, c'est qu'elle a déjà expérimenté un certain nombre de stratégies. Donc, premier enseignement qu'on peut tirer de ce commentaire d'Amandine, c'est qu'on peut être à très haut niveau, ne pas forcément respecter ce qui est optimal en termes de pratique, on va dire physique ou nutritionnelle, et rester très performant. Donc ça, c'est le premier point. Savoir, on va dire, individualiser son alimentation, premier point. Deuxième point, ce qui marche pour Amandine aujourd'hui, peut-être ne marchera plus pour elle dans quelques mois ou dans quelques années. Et donc, il va falloir qu'elle apprenne avec le temps à remettre en question un petit peu ses pratiques physiques ou alimentaires. Et donc ça, c'est valable également pour tout un chacun. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain. Donc il faut garder un petit peu de légèreté par rapport à ça. Amandine, elle nous rappelle bien qu'elle préfère s'entraîner à jeun. Par contre, elle fait très attention à sa nutrition
post-entraînement, parce que justement, elle a vidé ses réserves, et donc elle a besoin elle sait, elle a compris, elle ressent le besoin de refaire ses réserves de manière très rapide après l'entraînement. Donc chaque athlète va trouver son équilibre, et c'est important à la fois de lui donner des clés pour avancer, mais en même temps de rester à l'écoute, comme vient de le rappeler Isa, de ses ressentis, de ses sensations, etc. J'allais dire, c'est une bonne réponse de la part de nos deux experts. Je vous avais averti, ça décrypte sévère dans ce nouvel épisode donc à J-50. Deuxième question, Christophe. Comment maintenir l'équilibre entre amélioration des points faibles, renforcement musculaire, travail de mobilité? En résumé, comment s'organise ton travail physique? Qu'ont-ils répondu? Suspense. Voici les réponses de nos athlètes. Là, par exemple, je suis plus sur un travail sur les jambes parce que j'ai des faiblesses sur les jambes. Et donc, j'ai travaillé un petit peu plus, ce qui peut provoquer beaucoup plus de courbatures. Et du coup, il faut trouver la bonne dose, en fait, entre ce que je sais faire et ce que je sais moins faire. Il faut inclure tous ces éléments de mobilité et de renforcement dans l'entraînement. Bien sûr, on a tous des points forts, donc il faut aller à fond dessus, mais les points faibles, c'est souvent le maillon plus faible d'une chaîne qui va casser, donc il faut veiller à bien le renforcer. Je veille, avec mon entraîneur ou moi-même, à identifier mes points faibles. J'y passe tout simplement plus de temps, j'attire une grosse attention et une grosse concentration consciemment sur le point technique à travailler, ou également le point physique, de sorte à vraiment rééquilibrer justement cette balance entre points forts et points faibles, sans négliger pour autant les points forts et continuer à les travailler un peu comme des gammes pour pouvoir prétendre à être le plus équilibré possible sur tous les points, que ce soit physique, technique, psychologique, mais également stratégique. Organisation du travail physique. Un grand merci à Cyrielle Duhamel, Jean Quincampoix et Quentin Bigot. Votre décryptage, s'il vous plaît, Christophe. Alors, que ce soit Cyrielle, Jean ou Quentin, ce qui nous rappelle, c'est ils vont passer beaucoup de temps à travailler sur leurs forces, mais également leurs faiblesses. Je voulais absolument rebondir là-dessus parce que c'était souvent, pour le grand public, on va dire, on se dit que les champions passent uniquement du temps à développer leurs aptitudes corporelles, donc en lien avec leur pratique. Ça flatte un peu l'ego, ça. Exactement. Ça, on se sent de plus en plus fort à mesure qu'on avance vers l'échéance, parce que forcément, quand on travaille quelque chose dans lequel on est naturellement fort, ça rassure psychologiquement. Peut-être qu'Isabelle pourra nous dire un mot là-dessus. Mais pour moi, c'est tout aussi important de bosser sur ses faiblesses parce que ça va être un facteur de progression qui va être très, très important. Je parlais de flatter l'ego tout à l'heure. Effectivement, la force, le côté physique pur, ça aide aussi quelque part le mental, mais pas que. Moi, je dirais la même chose que la description de Christophe sur les points faibles. Effectivement, quand on connaît nos points forts, on peut s'y appuyer. Mais la vraie perf va venir dans l'utilisation des points faibles. C'est-à-dire que plus vous allez être conscient de ce qui vous manque ou de ce qui fait votre faiblesse, déjà vous l'intégrez, donc psychologiquement, c'est plus une faiblesse. Vous savez que c'est par là, donc ça vous rend plus solide. Et surtout, comprendre d'où elle vient, cette faiblesse mentale. Et souvent, elle a du sens. Et ça peut être une énergie incroyable. Exemple, j'ai envie de tuer mon père et d'être meilleur que lui. Voilà, ça peut plomber. Mais sauf que si on l'a identifié et que cette énergie, on la met au service mentalement de l'envie de faire et de décupler nos efforts ou de se dépasser, ça devient un atout que personne n'a. Donc en fait, les points faibles sont souvent les meilleurs moyens de performer à très haut niveau. Ça paraît un peu fou, et pourtant c'est vrai. Mais je vous écoute et je vous crois totalement, bien évidemment. Merci Isabelle pour cette réaction. Troisième question, Christophe. Comment incorpores-tu des activités de récupération active dans ta routine en dehors des séances d'entraînement? En résumé, comme toujours, comment s'organise ta récupération? La réponse en images, encore une fois. J'ai fait l'achat de bottes de compression. Donc quand je fais un entraînement qui est vachement axé jambes et où j'ai souffert quand même pas mal, par exemple le mardi soir ou le vendredi soir, parce que c'est les séances qui sont les plus difficiles, et je fais mes bottes tout simplement, et ça me fait un bien fou et je m'hydrate énormément. Là, c'est important d'avoir des activités de récupération actives. Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec le sport. Moi, j'aime bien faire un peu de mécanique, je retape des vieilles voitures, mais on peut aller aussi au cinéma, etc. Ça fait partie de l'entraînement aussi de récupérer. La récup active, pour moi, ça va être souvent ça va être un petit tour de watt bike en fait après les séances pour faire tourner les jambes. Ça va être aussi parfois à la fin de la séance en fait juste prendre le temps de pagayer très tranquillement et très lentement pour faire tourner tout le corps.
Ça va être aussi parfois une petite marche ou des séances de mobilité. On a le bain froid, on a la kiné qui est tout le temps avec nous. On a pas mal de choses pour pouvoir récupérer de façon optimale. Mais ça passe aussi et surtout par la nutrition et le sommeil qui sont vraiment le plus important. Ah, la récupération, Christophe, avec des exemples assez étonnants et des petites réflexions de la part de nos sportifs de haut niveau, assez étonnants comme réaction. Peut-être que les gens vont se demander pourquoi Cyrielle met ses bottes le mardi et le vendredi, de quelles bottes on parle, parce qu'elle ne le précise pas. Et pourquoi, en fait, Eugénie, qui fait du canoë, qui pagaye, elle aime bien, en fait, terminer ses séances en pagayant lentement, et pourquoi elle fait de la marche. Donc, ça me donne l'occasion de revenir sur un système corporel dont on parle quasiment jamais, qui est, en fait, le système lymphatique. Tout le monde connaît la circulation du sang avec le système cardiovasculaire. Voilà, le cœur envoie du sang, il le repompe, etc. Mais en parallèle de ce système, vous avez un système lymphatique qui va servir, entre guillemets, d'éboueur de notre corps. C'est-à-dire, c'est un système qui est là pour nettoyer ce qui a été généré durant les processus de digestion, mais bien entendu dans le sport de haut niveau, durant la pratique corporelle. Et n'importe qui a ressenti, entre guillemets, que pendant qu'on s'entraîne, je vais fabriquer un certain nombre de molécules qui peuvent être considérées plus ou moins comme des déchets. Et c'est ce système lymphatique qui va être en charge d'évacuer tout ça à la fin de la pratique. Donc, plus vous allez prendre soin de votre système lymphatique, mieux vous allez récupérer après les séances. Et donc, lorsque Cyrielle met ses bottes le mardi et le vendredi, en fait, elle met des bottes de pressothérapie. Donc, ce sont des grosses bottes que certains d'entre vous ont peut-être déjà vues chez le kiné, où en fait, on enfile des bottes qui vont se gonfler du bas vers le haut pour faire remonter en fait la lymphe. Voilà, en direction des ganglions lymphatiques. Donc c'est une pratique vraiment qui est dite passive. On va pouvoir faire ça devant la télé, en lisant un bon bouquin, c'est-à-dire en ne dépensant pas plus d'énergie qu'on en a déjà consommé durant la pratique. Et Eugénie, elle choisit, après ces séances un petit peu difficiles de canoë, de soit faire un travail à faible intensité, toujours exactement pour la même logique, c'est-à-dire faire circuler la lymphe, donc évacuer les déchets, donc favoriser encore une fois et accélérer la récupération. Et il y a plein de moyens, en fait, pour un sportif de faire ce genre de pratique. Vous avez bien entendu la pressothérapie que je viens de citer. Vous avez le travail actif à très faible intensité, donc marcher, pédaler à faible intensité, etc. C'est ce qu'on appelle la récupération active. Et vous avez des moyens un peu plus passifs, comme les massages qu'on peut faire chez un kiné ou les automassages qu'on peut faire avec un rouleau, une balle, etc. Vous voyez souvent des sportifs maintenant faire ça. On peut également utiliser d'autres moyens comme le chaud et le froid, c'est-à-dire lorsqu'on se trempe dans un bain froid, vous allez resserrer brutalement en fait les vaisseaux lymphatiques et donc vous allez faire remonter cette lymphe, encore une fois, en direction de ces ganglions. Parfait, on a parlé de récupération, on va maintenant parler d'alimentation bien sûr, et en l'occurrence de compléments alimentaires. Question, tes aliments et compléments favoris? La réponse en images, comme toujours. J'ai découvert depuis peu que 90% des sportifs étaient en dette de magnésium, donc complément que j'ai apporté en plus à mon alimentation, et du coup je trouve que mon sommeil est beaucoup plus profond, donc beaucoup plus de récupération, et ça aide à optimiser l'enchaînement des séances jour après jour. Les compléments alimentaires pour moi les plus importants, surtout en période hivernale, le zinc, le magnésium, le calcium, les complexes multivitaminés, les oméga 3 pour maintenir vraiment un niveau de toutes ces vitamines et minéraux importants dans le corps. C'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir tenir des séances d'entraînement assez longues. Pour booster mon système immunitaire, que ce soit en hiver ou pendant les grosses périodes d'entraînement, ça va être les multivitamines, tout simplement parce que ça va être un complexe en fait de vitamines avec de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine B, du fer, du magnésium, du zinc, etc. Et en fait, ça va me permettre d'être toujours en forme. En complément, le collagène, vraiment important pour nous les basketteurs avec notre sport d'impact. Et sinon, je prends aussi des protéines, comme je ne mange pas de viande, pour un petit peu compléter mes apports caloriques au travers de ma nutrition. Il n'y a pas que le magnésium dans la vie, quoique, Christophe. Johan nous rappelle un truc fondamental sur lequel je voulais vraiment pointer du doigt.
Premièrement, en fait, il nous fait la confession que il connaissait pas l'importance et l'impact que pouvait avoir le magnésium au niveau en fait de la performance. Donc, on peut être un sportif de haut niveau et pas forcément être au courant de tous les facteurs impactant les performances de haut niveau. Donc ça, c'était le premier point. Donc toujours garder en fait cet esprit de rester curieux par rapport à comment je pourrais améliorer encore une fois mes performances. Donc du coup, ça me permet de faire un rappel sur l'importance du magnésium pour tout le monde. Tous les jours, en fait, que vous soyez sportif de haut niveau ou, on va dire, personne du quotidien, on est tous confrontés à des événements stressants. Pour faire face à ce stress, on va libérer de l'adrénaline et du cortisol, qui sont deux hormones qui sont, on va dire, les hormones maîtresses dans le stress. Plus vous allez traverser des périodes stressantes, plus vous allez avoir ces deux hormones qui vont être libérées de façon importante tous les jours. Donc un manque. Alors, c'est pas forcément un manque, puisqu'elles sont là pour nous aider. D'accord. En revanche, le fait que ces hormones soient sécrétées de façon très fréquente dans la journée va produire en fait une fuite de magnésium. C'est-à-dire que le magnésium va fuir de vos cellules et il va être évacué soit par la transpiration, soit par les urines, etc. Et là, on va avoir un problème majeur, c'est que notre alimentation aujourd'hui n'apporte pas suffisamment naturellement de magnésium. Donc on a d'un côté beaucoup de stress, une vie du quotidien qui est stressante, des enjeux qui peuvent être stressants pour des sportifs de haut niveau, et en parallèle de ça, une alimentation qui n'apporte pas suffisamment de magnésium, même quand on essaie vraiment de faire des choix extrêmement pointus en alimentation, les études scientifiques montrent que ça devient très difficile. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir lorsque vous manquez de magnésium ? Vous allez avoir une baisse de récupération du système nerveux et une baisse en fait de la contractibilité des muscles. C'est-à-dire que vos muscles vont moins bien se contracter et se relâcher. Et donc, des crampes, des problèmes de récup après l'entraînement, etc. Deuxième facteur important à garder en tête, on a également 20 à 30% des gens qui, génétiquement parlant, fixent beaucoup moins le magnésium qu'ils absorbent. On appelle ça fixé, effectivement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils l'absorbent moins bien, que ça soit le magnésium qui est contenu dans des amandes, dans du chocolat. Chez 20 à 30% de la population, génétiquement, ces gens ils vont moins bien capter au niveau digestif le magnésium. Donc, si, encore une fois, ils sont exposés à beaucoup de stress, ça fait des gens qui peuvent avoir des problèmes de récup nerveuse, etc. Et c'est là que va intervenir éventuellement la nécessité d'un apport de magnésium exogène, soit sous forme de cure pour permettre de rehausser rapidement en fait les niveaux de magnésium et donc me permettre de récupérer, etc. Soit, comme moi je le conseille avec des sportifs de tout niveau ou de très haut niveau, une consommation de magnésium qu'on va prendre à l'année, parce qu'on le sait, le magnésium est vraiment très, très, très important. Cinquième et dernière question pour le physique, Christophe. Les aspects captivants de ton sport. La réponse de nos athlètes. C'est vraiment l'aspect mécanique du pistolet qui rend le sport captivant et qui moi-même m'intéresse énormément. Tu te crées un peu ton style, tu te crées ton judo. On n'a pas du tout les mêmes judo, on n'a pas du tout les mêmes sensations. Il y a plein de choses en fait qui diffèrent des gens et je trouve ça incroyable. Du coup, c'est pour ça que c'est une pratique que tout le monde peut faire. En fait, clairement, le judo, c'est un sport qui est open pour tout le monde et ça, c'est trop bien. Et après, si on se penche sur vraiment le sport en lui-même de haut niveau, moi, ce que j'aime, c'est vraiment la partie de mélange tactique, technique. Le lancer de marteau, c'est quand même un sport un peu à part. Ça n'a rien à voir avec les trois autres lancers qui sont le disque, le poids et le javelot. Ce qui les rend captivants, c'est que peu importe le gabarit qu'on a, on peut arriver à lancer loin le marteau, ce qui n'est pas le cas dans les autres lancers. Et heureusement qu'il y en a des aspects captivants dans leur sport. Beaucoup de choses ont été dites, Christophe. Oui, je pense dans ce on vient d'écouter, ils résument chacun à leur tour les raisons qui les poussent en fait en permanence à aller chercher toujours plus. Je pense qu'il y a des notions de maîtrise et l'envie en fait de perfectionner quelque chose. Donc finalement, qu'importe que vous soyez judoka, tireur, etc., que vous pratiquiez le canoë, on va en permanence partir d'une passion, de quelque chose qui nous a animés au début, et on va chercher en permanence à perfectionner un geste, perfectionner une technique, pour chercher à améliorer son potentiel en permanence. Voilà.
Le plaisir a une conséquence, mais ce qui est avant la conséquence, c'est que, quels que soient les sports, et on peut l'entendre, c'est que chaque sportif y trouve une manière de s'exprimer. Et donc cette expression, elle passe par le geste, l'amélioration du geste, du physique, de la récupération, de tout ce qu'on vient d'énoncer. Parce que plus on a les outils pour s'exprimer, plus on est aligné avec soi. Et en général, quand tout ça s'est aligné, la performance et le résultat sont au rendez-vous. Donc je pense qu'on a entendu, quelle que soit l'activité, peu importe, l'expression de qui on est à travers un sport, c'est pour moi l'essentiel en fait. Merci à tous les deux. Vous connaissez maintenant le rituel dans cette émission. On a parlé de physique. Maintenant, on va parler un petit peu de mental. Ce qui est normal, Isabelle, quand même. Plaisir. Mais oui, je sais, avec grand plaisir et avec toujours, vous connaissez le système des questions posées à nos sportifs de haut niveau. Là, voici cette première question, Isabelle, que vous leur posez. Comment est votre motivation à ce stade de votre préparation? En résumé, ta motivation à ce jour, regardons ensemble leurs réponses. Ma motivation est pas trop mal, donc ça commence à être un petit peu long, mais je me sens bien. J'ai eu la chance de pouvoir participer un peu à une compétition dernièrement. Du coup, je me sens bien. Je dirais. Je suis ultra motivé à aller chercher cette médaille d'or. Donc je suis vraiment offensif sur les entraînements, offensif sur les compétitions, pour avoir justement cette capacité et ce capital confiance lors de la compète. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination que je me sens aujourd'hui motivé et ultra déterminé à aller chercher cette médaille. Ma motivation à ce stade de la préparation est au max. Tous les jours, je m'entraîne très dur. Je mets toutes les choses en place pour pouvoir être la plus performante possible, la plus en forme possible. Plus je me rapproche des événements importants, plus ma motivation est intense, car je sais que je me rapproche d'atteindre cet objectif. Il faut savoir que sur mon stage aux États-Unis, je me suis malheureusement déchiré le mollet. J'ai pris du retard dans ma préparation. Ça a impacté un petit peu ma motivation. Pas vraiment ma motivation, mais ça m'a mis beaucoup de doutes. Ça a ajouté une part de stress supplémentaire à cette préparation qui est déjà assez minutieuse et détaillée pour être la plus pointue possible. Et quand forcément il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage, ça chamboule un peu tout. Aujourd'hui, la motivation elle est à son top. J'essaie de mettre toutes les choses en place pour revenir. Isabelle, si on devait résumer ce que nous venons d'entendre, on peut parler de 3 profils de motivation, c'est ça? On pourrait les mettre dans 3 types de motivation qui sont énoncés par leur témoignage. Alors, il n'y a pas un ordre de bien ou pas bien, mais on pourrait dire, moi j'ai dit ça, plutôt les calmes, sur une motivation plutôt posée, plutôt sereine, dont vous pouvez entendre Chérine, qui est un des témoignages, où on sent que l'objectif est là, au quotidien, et qu'on l'aborde jour après jour. On n'a pas besoin d'aller se projeter, et techniquement on est pointu, on travaille, voilà. Ça a l'air d'être assez posé dans le témoignage. Ça c'est la team des calmes. On va le dire comme ça. Il y a la team, si je reprends ton terme, il y a la team un peu des gens impatients de vivre l'événement. C'est-à-dire que là, on sort de la notion de technique et de la notion d'objectif. On est dans la notion de... Il y a un truc qu'on va vivre qui est génial. Et c'est le plus difficile à gérer, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas que ça explose avant. Oui. Il ne faut pas que, quand l'événement arrive, on en prenne plein la tête et qui fait que, pof, on s'effondre derrière. Donc, c'est des personnalités où il va falloir bien les préparer, à bien revenir sur Terre, j'ai envie de dire, et de bien vivre au bon moment les bonnes choses. Ce qui est le plus compliqué, c'est le genre de motivation à gérer. Et le troisième profil? Alors, le troisième profil, je dirais, c'est les habitués, en fait. Ceux qui savent exactement. Les sages. Amandine aussi, qui a quand même l'habitude de ça, et qui dit, il faut être à fond, parce que je sais que quand je suis à fond là, je vais bien pouvoir vivre mes jeux après. Donc il y a une espèce de projection et à la fois d'instant présent. Il y a une espèce d'aller-retour comme ça, qui fait que ces gens-là, en fait, ils sont toujours branchés sur les bonnes choses, parce qu'ils savent très bien que ça se joue là. Ça se joue pas forcément le jour des Jeux, et que leur motivation, elle doit être juste à ce moment-là. Petite parenthèse sur Johan Koval. Oui, on avait dit sur la dernière émission, sur la blessure, que j'avais entendu quand même un petit discours qui pourrait dire que ça pouvait arriver. Et effectivement, j'ai appris que c'était arrivé. Donc comme quoi, le cerveau peut parfois préparer le corps à lâcher. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que le geste réussi ou raté, ou la soirée réussie ou ratée, ou la réunion réussie ou ratée, est inscrit dans votre tête avant de le faire. Donc essayez de mettre plutôt du positif, ça permet de réussir un petit peu mieux, puis ça donne plus envie. Deuxième question, Isabelle, ton travail mental du moment, ça c'est intéressant. Je rappelle que nous sommes à J-50, ça se précise. Oui, j'ai fait une préparation mentale assez spécifique. Certains moments dans l'année, j'avais plus besoin de travailler
le dos ou la brasse, et ben je l'ai répété mentalement avec de la visualisation mentale et ça m'a fait du bien et ça me permet de pouvoir imaginer la course aussi avant même de l'avoir faite pour qu'il y ait le moins d'erreurs techniques possible. Pour ce qui concerne la préparation mentale, je travaille sur une méthode qui s'appelle la dépolarisation. Ça m'aide à énormément relativiser les choses, relativiser un événement, une situation de vie, en prenant conscience des choses positives, des choses négatives que celle-ci va vous apporter. Et finalement, même, on se rend compte que même dans le négatif, il y a toujours du positif. Pas mal de petites choses à prendre en compte, notamment un petit peu aussi un deuil à faire sur Tokyo 2021 où on avait une médaille en chocolat qui reste encore en travers de la gorge et un grand esprit revanchard à venir pour Paris. Parce qu'on peut mettre tout en place physiquement pour pouvoir être performant le jour J. Si psychologiquement nous sommes pas prêts, si psychologiquement on doute, on peut être contre-performant. Donc il est vrai qu'à ce stade de ma préparation, j'ai vraiment axé beaucoup de travail sur ma préparation mentale. Le mental du moment, ils en sont où ? Alors, on entend dans toutes les réponses que quand même le mental est quelque chose de clé à une échéance aussi proche qui arrive. On sent très bien que c'est une préoccupation sur laquelle ils ont mis beaucoup d'attention, tous. Avec tous la même préoccupation, c'est que le mental ne vienne pas perturber tout leur travail. Et surtout, de ne pas subir un événement, donc être mentalement prêt à profiter de notre potentiel et d'aller à fond. Et là, il y a 2 exemples après de manière de travailler le mental. Vous avez une Amandine, mais avec le parcours qu'elle a, on peut s'en douter. Elle veut enlever, pour le coup, toute pensée parasite et notamment le doute. Elle veut arriver en sachant très bien ce qu'elle sait faire, comment elle le fait, pourquoi elle le fait, à quel moment elle doit le déclencher, une espèce de machine à gagner, quoi. Et Dieu sait si elle a, je crois, un bel adversaire à aller chercher. Donc cette détermination va être primordiale. Et puis vous avez le témoignage de Cyrielle sur une autre façon d'y penser, c'est-à-dire qu'elle projette sa course. Oui. Et elle la projette pour la vivre plusieurs fois et éventuellement arriver à vivre la course idéale dans sa tête et pouvoir la reproduire le jour des Jeux. Ce qu'on appelle en dissocié, c'est ça ? Voilà, et c'est là où il faut être absolument dissocié. Parce que juste un petit tips, on va dire ça, pour bien préparer ce genre d'événement, quand vous vous projetez dans une situation associée, vous cramez les mêmes énergies que quand vous le faites alors que vous êtes assis dans votre canapé. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc du coup, il pense que vous êtes en train de le faire, parce que vous êtes associé à l'action, vous êtes dedans. Et le cerveau sécrète les hormones et le corps, du coup, se fatigue de la même façon. Et donc, c'est ce qu'on entend souvent. J'ai fait le match 3 ou 4 fois dans ma tête, je suis arrivé et j'étais cuit. Eh oui. Effectivement, parce que le corps ne peut plus répondre, il a cramé tout ce qu'il avait à cramer. Donc, ce qui est hyper important dans ce que dit Cyrielle, c'est revivre sa course, oui, mais toujours en dissocier un spectateur ou un metteur en scène qui fait que le cerveau sait que vous ne la faites pas. Vous pouvez vous voir passer 10 fois, elle peut voir sa course 50 fois, l'arrêter s'il y a un truc qui ne va pas, comme un metteur en scène en disant « stop, on arrête ». Et on refait la course idéale, telle qu'on le veut, et on crame 0 énergie. Oui, mais ça s'apprend, ça, justement. Ça s'apprend. C'est une technique qui s'apprend régulièrement dans tout ce qui est visualisation, que font beaucoup d'athlètes. 3e question. Comment faites-vous pour gérer la pression de l'entourage ? Ah, la gestion de l'entourage, ça aussi, on va en parler des parents, des cousins, des fêtes de famille et des entraîneurs. Quelques réponses, s'il vous plaît. Pour gérer la pression de l'entourage, qu'il soit proche ou moins proche, ce qui est important, c'est vraiment de rester dans sa bulle, de rester concentré sur au quotidien ses entraînements, se projeter dans le temps, sur l'événement, sur les lieux, essayer de s'imaginer des situations qu'on peut rencontrer, etc. Et donc c'est vraiment important de rester concentré sur ce qu'il y a à faire. Il faut vraiment arriver à retrouver un cocon familial avec des gens qui comprennent qu'on a besoin aussi d'un sas de décompression. Donc moi je l'ai trouvé avec ma famille et mes amis. Je ne ressens pas forcément la pression de mon entourage parce qu'ils me connaissent et ils savent que quand je suis avec eux, j'aime bien un petit peu couper de ma routine, de mon quotidien et j'aime justement parler autre chose que mon sport et ça me fait du bien parce que ça me fait vider la tête. Alors là, étonnant. Autant dans les épisodes précédents, l'entourage était important, les parents, partir à la campagne, aller en famille ou autre. Là, pour le coup, certains, à J-50, je rappelle, J-50, certains se mettent dans un petit cocon, c'est ça ?
On a entendu ça, c'est Quentin notamment qui dit, et Lucas, qui dit « Je veux, quand je viens en famille ou dans mon entourage perso, ne me parlez pas des jeux, je veux plus qu'on me remette cette question-là, parce que ça occupe tout leur esprit tout le temps, et s'ils ont un endroit où ils peuvent récupérer, pour le coup, décompresser, décrocher, décrasser la tête, si on reprend les termes de tout à l'heure, c'est au niveau familial, et donc ils veulent surtout pas que la famille puisse donner même une émotion, parce que émotionnellement, dans une famille, c'est jamais neutre. Un athlète qui va faire les Jeux et encore avec un potentiel olympique derrière de médailles. Donc, ils n'ont pas du tout envie de sentir cette tension-là. Donc, vous avez cette catégorie-là, bien évidemment. Il y a la catégorie aussi de ceux qui peuvent le partager, mais au quotidien, sans penser à la médaille. On va parler de ce que je fais et de ce que je prépare. Et puis, il y a ceux qui vont un petit peu plus se renfermer et faire attention à ça. Parce que se recroqueviller sur soi, sans parler ni des jeux à personne, ni d'autre chose à personne, fait qu'on s'isole et qu'on gère la pression tout seul. Vous avez aussi ces gens on a l'impression qu'il est un petit peu plus isolé. Là, c'est pas grave. En approchant des jeux, l'isolement peut créer des tensions, des peurs, et on est tout seul. Et pour le gérer, c'est plus compliqué. Pour dormir, c'est plus compliqué. Pour récupérer, c'est plus compliqué. Pour exprimer son potentiel, ça va le devenir aussi. Donc là, je dirais, faire attention que l'athlète continue à parler avec son entourage de quoi que ce soit, mais qu'il ne s'isole pas trop. Très bien. Avant-dernière question, on a parlé effectivement de l'entourage, on va parler maintenant des émotions aujourd'hui. Quelles émotions ressentez-vous aujourd'hui à l'entraînement ou dans les compétitions de préparation? Les émotions, quelles sont-elles? Les voici, en partie. L'émotion que je ressens aujourd'hui sur les compétitions, mais aussi les entraînements, c'est vraiment de l'impatience. J'ai vraiment envie de découvrir cet univers de Paris 2024 avec forcément un stand de tir qui va être complètement renouvelé par rapport à ce que j'ai pu connaître, vraiment un environnement qui va être extraordinaire. J'irai avant tout du plaisir. Pourquoi ? Parce que avec l'expérience et en étant bien entourée, c'est vrai que j'essaye de penser positivement même dans les situations qui peuvent être inattendues ou désagréables. Dans quelques mois, je combattrai devant des milliers de spectateurs, devant ma famille. Donc je suis très fier de représenter la France. Aujourd'hui, à l'entraînement et dans les compétitions de préparation, en fait, je ressens beaucoup d'envie. J'ai hâte d'arriver au jeu et de courir au jeu. Mais d'un autre côté aussi, je ressens beaucoup de plaisir parce qu'une préparation olympique, en fait, il faut en profiter. Et j'essaye de savourer en fait, chaque instant. À J-50, il y en a beaucoup d'émotions. Énorme. Mais vous avez entendu les témoignages, ils en ont tous en fait. Des émotions qui s'expriment très différemment, mais ils ont tous envie d'y aller. Ce qui est très intéressant à décoder, c'est comment cette envie, elle se traduit. Vous entendez, pour certains, c'est Lucas qui parle de fierté, et la fierté à gérer comme envie et la rendre performante, c'est pas simple, parce qu'il y a une note d'honneur personnel qui est en jeu, et c'est pas toujours simple. Il y a bien sûr la notion de plaisir d'Amandine, mais qui est dans la logique de ce qu'elle est depuis le début, c'est-à-dire elle se donne à fond, elle vit les choses à fond, elle donne le max de sa motivation, elle est dans l'instant présent, donc l'émotion qu'elle a, c'est consommer du plaisir au quotidien parce qu'elle sait que ce plaisir-là va la rendre très forte et qu'elle sait qu'elle pourra être potentiellement médaillée d'or sur les prochaines échéances qui arrivent. Donc là, il y a vraiment ce côté un peu émotion, on va dire, très différente, mais pour autant qui traduisent cette envie. Puis il y a l'impatience. Ceux qui ont vraiment encore une émotion de dire quand est-ce qu'on le vit le truc. C'est cela où je leur dirais faites attention. Je crains que ça explose un peu trop le jour J. Et pour le contenir, après, c'est compliqué. Compliqué, effectivement. Émotions, mais aussi les difficultés rencontrées, difficultés à gérer pour vous jusqu'à maintenant. Question toute simple, ta difficulté actuelle, quelle est-elle ? Ce qui a été le plus difficile à gérer, aussi bête que ça puisse paraître, ça a été la qualification. Parce que bien sûr, on parle des jeux, il y a beaucoup d'attentes, etc. Mais vraiment, l'étape qui marque cette participation, c'est la qualif. Et pour moi, la qualif, elle était un peu compliquée dans le sens où j'avais eu des problèmes de mécanique, des problèmes sur le pistolet. Ce qui fait que j'avais perdu un peu en confiance et que ça a été dur après de renouveler avec la perf. Le trop plein de pression. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que d'avoir des événements sportifs importants dans son pays peut être une grosse charge émotionnelle, peut nous transmettre et nous donner beaucoup de stress et beaucoup de pression.
Donc je dirais que c'est ça qui peut être pour moi le plus difficile à gérer. Principalement en fait la pression de la qualification, parce qu'on sait qu'à la maison c'est un événement unique et ça se représentera pas en fait dans ma carrière, donc il faut gérer l'envie d'y être en fait et la peur de ne pas être de la partie, et ça a été très dur à gérer. Les difficultés jusqu'à maintenant, quelles sont-elles? On vient d'en voir quelques-unes. Que la plus grosse difficulté qui commence à apparaître, c'est d'être bon chez soi, avec tout ce que ça représente, porter le drapeau français. Je pense que Christophe l'a fait. Il pourra peut-être témoigner de ces moments-là où on est à la maison, on a tous nos amis, notre famille, le poids de la France, le poids d'une fédération aussi qui parfois fait peser le fait qu'on est chez nous, donc il faut absolument performer. Et ils l'ont tous dit, ce poids-là est à ce moment-là commence à devenir un peu lourd. Il va falloir l'alléger, il va pas falloir que ça soit un poids supplémentaire à porter le jour J, mais c'est la principale difficulté qui commence à apparaître. Donc à surveiller, à gérer et à employer les bons mots de la part de l'entourage pour éviter que ça soit trop lourd. Et j'ai aussi entendu, de la part d'Eugénie notamment, qu'il y a ceux qui viennent à peine de se qualifier. Ils ne sont pas très loin des Jeux. Ah oui, donc certains qui sont... Ça descend, exactement. C'est un moment de décompression. Et derrière, on leur dit, bon, maintenant, il faut repartir, les amis. Il faut y remettre peut-être plus, parce que la compétition est encore plus dure que la qualification. Et là, il faut repartir. Donc, eux, ils ont une double difficulté. Ils sont en France, ils se sont qualifiés, soulagement, et pourtant, ils n'ont pas le temps de se satisfaire de ça. Et il faut qu'ils continuent à aller chercher encore plus, et encore plus, et encore plus. C'est la plus grosse difficulté pour ces athlètes quand les qualifications sont à la fin et au dernier moment, et qu'on n'a pas le temps de décompresser et de se remettre dans un mode de maintenant, je vais chercher une perf le jour des Jeux. Et donc, c'est les deux grosses difficultés qu'on entend, ceux qui sont déjà qualifiés et ceux qui viennent à peine de l'être et qu'il faut qu'ils y retournent, en fait. Donc, il y a un gros travail mental à faire sur ce niveau-là. J'espère que le staff de tous ces athlètes-là a pris l'ampleur de ce travail-là. Et merci Isabelle. Avec plaisir aussi. Merci à tous les deux. Merci de votre fidélité en tout cas à ce joli programme du potentiel à la performance. On vient de terminer donc ce J-50. Il reste un épisode, j'allais dire l'épisode ultime, le fameux épisode jour J. Jour J. Et tout simplement. Il faut y aller. Maintenant, il faut y aller, comme dit Isabelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous accompagner. Prenez soin de vous et de vos proches. Un grand merci à l'équipe technique et surtout un grand merci aussi à toute l'équipe du Creps pour leur accueil. À bientôt. Salut. C'était votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel.